Bonjour à tous. Nous nous trouvons aujourd'hui dans les quartiers nord de Marseille pour partir à la découverte des Égalades, où nous nous trouvons actuellement, mais également de certains coins périphériques. Nous allons au cours de ce reportage nous arrêter dans des endroits emblématiques de l'histoire de Marseille, des endroits qui sont plus ou moins connus et que nous découvrirons ensemble. Le quartier des Égalades s'est construit autour d'un ruisseau, le ruisseau éponyme, qui doit son nom au fait qu'il était large et abondant, puisque Égalade dériverait du latin aqua larga, donc eau large. Ce quartier il a été construit, il a été aménagé tout autour d'un couvent, un couvent de Carmes, qui se serait installé sur le site à partir du XIIIe siècle. Le couvent était d'abord installé au bas de l'actuel village des Égalades, dans ce qu'on appelait l'ermitage des Carmes, donc qu'on voit encore depuis l'autoroute. C'est cette construction médiévale un peu en ruine qu'on aperçoit quand on emprunte l'autoroute nord. Ces Carmes vont, compte tenu de leur ampleur, déménager et s'installer dans un véritable couvent qui va être situé en lieu et place de l'actuelle église des Égalades. Cette église, elle va être complètement remaniée au cours du XIXe siècle par Théophile Dupoux, qui sera également l'auteur, entre autres, de l'église Saint-Martin d'Arinque. Cette église, elle a comme spécificité d'être bâtie sur une grotte. C'est pour ça que les Carmes ont choisi de s'installer ici. Cette grotte, elle aurait abrité Marie-Madeleine à son retour de Terre Sainte. Et donc, quand elle est arrivée en Provence, elle se serait réfugiée dans cette grotte qui se trouve encore aujourd'hui dans les soubassements de l'église. Le village des Égalades s'est donc construit tout autour de cette église. À l'entrée de la place, on va voir une fontaine qui a été établie en 1869, qui rappelle également le culte de Marie-Madeleine, puisqu'une image de la Sainte est gravée sur la fontaine. Au cours du Moyen-Âge, les terrains autour du village vont être aménagés et sur certains d'entre eux, on va cultiver. Donc il va y avoir des exploitations agricoles, mais également de grandes familles vont y installer des domaines sur lesquels elles vont bâtir des châteaux. Deux d'entre eux sont assez connus, le château Falques et le château des Égalades, dont il ne reste aujourd'hui plus que quelques vestiges. Mais ces deux châteaux faisaient la beauté du quartier. Ils étaient réputés, ils ont été complètement remaniés tous deux au cours du XIXe siècle pour laisser place à des palais, à de véritables palais, avec une architecture assez originale pour ces deux édifices qui ont marqué longtemps le paysage des Égalades. Nous nous trouvons à présent dans les locaux de la savonnerie du Midi, donc juste derrière les chaudrons de fabrication. Cette savonnerie, elle a été fondée en 1894. Si j'ai choisi de vous y amener aujourd'hui, de vous faire découvrir ce lieu, c'est parce qu'au rez-de-chaussée, vous allez trouver un musée qui retrace l'histoire du savon de Marseille. Et ce savon, il est emblématique de l'industrie de la ville et notamment de ce qui s'est passé dans les quartiers nord. En 1853, quand le port de la Joliette est aménagé, doucement, à partir de là, tout le long de la côte vont être implantés des bassins portuaires. Donc le port va lentement se déplacer, lui qui était centré dans le vieux port pendant des siècles, va lentement se déplacer au nord. À la faveur de la création de nouveaux bassins portuaires, des zones industrielles ou portuaires vont être aménagées autour, donc dans ces quartiers nord. Tout autour, des industriels vont s'implanter, profitant du foncier disponible, puisqu'on avait des grands domaines, comme je vous le disais, aux Égalades, mais également à la Cabucelle et dans les quartiers périphériques, qui vont permettre à ces industriels d'avoir des terrains pour créer des usines. Et on va notamment avoir beaucoup de savonneries qui vont s'implanter dans le nord de Marseille, des huileries également, qui étaient une industrie qui servait à la savonnerie par rebond, puisque le savon de Marseille est fabriqué à 72% à base d'huile d'olive ou d'huile végétale, puisqu'au 19e, on va diversifier les huiles qui vont être utilisées pour créer du savon de Marseille. Et ces huileries, ces savonneries, elles vont se développer dans le nord de Marseille, dont la savonnerie du Midi, où nous nous trouvons aujourd'hui, qui a été ouverte en 1894. On va également compter parmi les savonneries qui existent toujours, qui sont toujours en activité, la savonnerie du Fer à Cheval, qui se trouve un peu plus haut du côté de Saint-Barthélemy et qui, elle, a des éléments qui sont classés et protégés au titre des monuments historiques. Le savon de Marseille, c'est vraiment le produit phare de la ville, comme son nom l'indique. C'est un savon qui a été développé à partir du XIIIe siècle à Marseille. Un savon qui aurait été importé et fabriqué sur le modèle du savon d'Alep et qui aurait été ramené dans la ville
par les croisés à leur retour de Terre Sainte. Le premier savonnier de Marseille, Crescas d'Avin, va ouvrir une boutique et par la suite, de nombreux savonniers, à son exemple, vont ouvrir des industries, des petites usines au nord de la ville. Au XVIIe siècle, on comptait une trentaine de ces usines et leur nombre va littéralement exploser au cours du XIXe siècle. Au XXe siècle, en raison des changements d'usage, de l'arrivée de nouvelles méthodes de lavage, comme notamment tout ce qui est savon en poudre, lessive en poudre, les savonneries vont progressivement décliner et aujourd'hui, il n'existe plus que 3 grandes savonneries encore en activité à Marseille. Nous nous trouvons sur la place des abattoirs, en plein cœur du 15e arrondissement de Marseille. Ces abattoirs, ils ont été aménagés à la fin du XIXe siècle, suivant les plans de l'architecte Joseph Huot, qui est aussi connu à Marseille pour avoir construit plusieurs cités HBM, donc des habitations à loyer modéré, mais également la Poste Colbert, l'hôtel des Postes. Ces abattoirs, ils ont été aménagés donc dans ce quartier, qui se trouve non loin du port de commerce, mais auparavant, ils se trouvaient à d'autres endroits. À l'origine, quand ils ont été créés, ils s'étendaient sur près de 30 hectares, avec différents pavillons qu'on voit encore aujourd'hui. Certains ont été récupérés par le CNAM, d'autres par l'école de la seconde chance, et d'autres encore vont être démolis pour laisser la place à des programmes d'aménagement. Originellement, les abattoirs de Marseille ne se trouvaient pas dans ce quartier de Saint-Louis, mais du côté de l'anse de la Joliette, où ils étaient installés depuis la fin du XVIe siècle. Ces abattoirs, on va les déménager. Quand le port de commerce de la Joliette, le bassin, va être aménagé à partir des années 1844, on va aller pousser un peu plus haut vers le nord, du côté d'Arinque, où un complexe va être bâti par l'architecte Pascal Coste, le même qui a déjà bâti la chambre de commerce, donc le palais de la Bourse que vous connaissez, qui se trouve sur la Canebière, qui a été ouvert en 1860. Et donc Pascal Coste crée de nouveaux abattoirs au nord de la ville, dans le quartier d'Arinque, qui vont fonctionner jusqu'aux années 1880-1890, période où les abattoirs de Saint-Louis prendront le relais. Nous nous trouvons maintenant dans le parc François Billoux. Ce parc, il a été aménagé à partir des années 74, date à laquelle la mairie a acquis le terrain. S'il a été acheté, ce parc, c'était à la base pour pallier au manque d'espace vert dans le quartier. Mais pas que dans le quartier, puisque Marseille, à cette époque-là, manquait cruellement d'espace vert. Il faut se rappeler qu'au début des années 70, il n'y avait seulement que 4 grands jardins publics à Marseille. Le parc Borély, le palais Longchamp, le Pharaon et le parc de la colline Puget. La ville va alors décider d'acquérir près de 600 hectares de terrain, dont le parc où nous nous trouvons. Ce parc, il va être aménagé à l'emplacement d'un ancien terrain industriel qui appartenait aux raffineries Saint-Louis. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on trouve encore aujourd'hui dans le parc des vestiges des voies ferrées qui amenaient, via des wagons, les marchandises jusqu'à l'usine qui se trouvait un peu plus haut. Antérieurement, à cet emplacement se trouvaient 2 bastides qui existent toujours, les bastides La Plane et Oranty, dont l'une est derrière nous, qui étaient des maisons de maîtres et qui abritent aujourd'hui, depuis le début des années 80, la mairie des 15-16. Le parc a été nommé en hommage au député François Billoux, qui fut plusieurs fois député des Bouches-du-Rhône et du secteur notamment, sous étiquette communiste. À la base, quand la mairie achète le terrain, elle souhaite y bâtir des logements. Sauf qu'on va avoir une levée de bouclier des élus locaux qui explique très clairement que cette zone qui est un poumon industriel où on trouve énormément d'hangars, de locaux, d'usines, et on le voit encore aujourd'hui, si vous vous baladez dans les alentours, vous verrez encore des vestiges de cette industrialisation massive des lieux. Les élus, et notamment les élus communistes, vont faire front et vont demander qu'un parc soit installé sur le site, ce qui sera effectif. Le parc va être aménagé en plusieurs tranches et sera plus ou moins terminé au début des années 80. On va y ajouter au cours des années 80 d'ailleurs des parcours de santé, des jeux pour les enfants. Et aujourd'hui, c'est vraiment un espace vert où les gens font du jogging. Et je vous incite vraiment à venir vous y balader. C'est très agréable, très bucolique. Vous avez des petites allées ombragées très romantiques. Ça vaut vraiment le coup d'œil.
voici à la dernière étape de notre périple dans les quartiers nord. Nous nous trouvons devant la station Alexandre. Cette station a une histoire un peu particulière. C'était à la base une huilerie qui a été construite dans les années 1910 par la société des huileries Régis, qui était emblématique de l'industrie locale et qui disposait de nombreuses fabriques dans la ville. Cette huilerie, elle va fonctionner à peu près jusqu'aux années 1970. Elle sera ensuite abandonnée un temps. Le site va connaître une nouvelle vie à partir des années 2000 lorsque l'État va requalifier la zone du Canet, en faire une zone franche qui va attirer de nombreux investisseurs dans le périmètre. L'un de ces investisseurs va confier à Eric Castaldi la charge de rénover un des locaux de l'ancienne huilerie. Eric Castaldi est connu pour avoir rénové d'autres bâtiments historiques, notamment les docks de la Joliette, mais également les bureaux qui sont installés dans le silo d'Arinques. Cet architecte va vraiment respecter la structure originelle des lieux. On le voit encore aujourd'hui, on a une armature métallique qui est posée au-dessus d'un bâtiment en moellon qui était typique de l'architecture industrielle qu'on pouvait trouver à Marseille depuis la fin du 19e siècle. Et la station Alexandre est aujourd'hui un centre d'affaires qui accueille plusieurs entreprises, un restaurant et un lieu d'événementiel où de nombreux spectacles et manifestations sont organisés, du moins quand c'était encore permis. Nous voilà arrivés au terme de cette balade dans les quartiers nord. J'espère que la découverte vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus, je ne peux que vous inviter à consulter mon dernier ouvrage « Une histoire de Marseille en 90 autres lieux » où je reviens sur ces éléments emblématiques du patrimoine des quartiers nord. À très bientôt.